Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Paul et aujourd'hui je vais vous faire un talk sur ce qui s'appelle Rustifying Ruby, A Journey of Elegant Language Fusion. Alors évidemment avec un titre pareil, vous pouvez vous douter que c'est un LLM qui l'a trouvé. Le titre original était Comment implémenter en Ruby des features inspirées du langage Rust. Mais bon, voilà le nouveau, il faut vivre avec son temps, donc on va utiliser ce titre et on va tenter d'arriver au niveau qui a quand même mis élégant, c'est quand même assez prétentieux, donc je vous laisserai juger, mais en tout cas on va essayer d'avoir ça comme objectif aujourd'hui. Comme je vous le disais, je m'appelle Jean-Paul, je suis freelance, je travaille comme architecte et comme développeur full stack, et vous pouvez me retrouver sur Twitter. À quoi il faut vous attendre aujourd'hui? À beaucoup de slides de code, donc si vous n'avez pas bien vu la talk précédente, je vous invite à vous rapprocher. Et on va parler de deux features de Rust qui sont les enums, sur lesquelles on va passer pas mal de temps, comment on peut implémenter cette feature en Ruby, et après un cas d'usage, les résultats qui devraient faire écho à la présentation que vous venez de voir normalement. Alors, on va commencer par les enums. Dans quel contexte on va parler des enums? Voilà un petit exemple de code Ruby qui arrive assez fréquemment. On a besoin de stocker un statut, par exemple, un état, que ce soit pour un post, un article, ou un ordre, un achat. Donc on veut stocker son statut qui peut être, je sais pas, pending, delivered, plein d'autres statuts possibles. Donc on a plusieurs options. Bon, la plus simple étant de mettre un entier dedans. Si vous venez des langages assez bas niveau, c'est comme ça que vous pensez en priorité. Mais après, vous pouvez aussi mettre une chaîne de texte ou un symbole. Quand on fait ça, c'est évidemment, bien sûr, la pire manière de faire, puisque ces valeurs-là sont complètement arbitraires, c'est facile de faire une typo. Bon, après, si vous utilisez un symbole, c'est un peu mieux, mais ça reste quand même assez facile de se tromper. Et puis surtout, on a cette valeur-là dont on n'en a rien à faire en tant que développeur. Ce qui nous intéresse, enfin, elle peut être utile quand on veut sérialiser ou stocker en base, mais quand on manipule son code, c'est pas un concept qu'on a envie de manipuler. On veut juste savoir si l'order il est pending. Et donc souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des constantes nommées, comme par exemple ici order status de point de point pending, à laquelle on va affecter cette valeur, potentiellement 0 si on reprend l'exemple précédent. Et c'est déjà un petit peu mieux parce que ça permet de centraliser tout ça dans le code, d'avoir cette espèce d'abstraction un petit peu sur quelle est la valeur derrière, c'est pas très grave. Par contre, c'est toujours pas ouf parce que cette valeur-là, c'est juste un alias, c'est remplacé dans le code. Donc, s'il y a une fonction qui reçoit 0, vous pouvez pas savoir si la personne a utilisé order status pending ou s'il a juste envoyé 0 ou si c'est un nil.i qui vous a renvoyé un 0. Donc, il n'y a pas de validation sur cet input utilisateur, on est toujours dépendant de cette valeur. On peut aussi faire autrement et se faire une hiérarchie de classes, par exemple, et donc avoir toute une hiérarchie d'order status qu'on va dériver, dont une partie sera un order status pending, une classe. Donc là, c'est pas mal parce que ça permet d'avoir cette abstraction de la valeur, on manipule plus 0 ou pending, on a une classe, et on a un type un peu custom. Cependant, ce type, là, en l'occurrence, c'est le type classe qui est défini par Ruby, donc c'est pas un type que vous maîtrisez vous, donc ça peut poser problème. Donc ce qui pourrait être encore mieux, mais ça devient un peu plus laborieux à écrire et à développer, c'est potentiellement d'avoir une instance de classe, comme ça vous êtes bien dans votre type, c'est vous qui avez défini ce type-là, et donc vous avez bien l'abstraction sur la valeur et un type que vous maîtrisez dans votre code. Ça, ce serait le mieux, mais ça implique d'écrire pas mal de code et de dériver pas mal de choses. Donc qu'est-ce qu'une enum? Une enum, c'est un ensemble de valeurs ou de constantes nommées, qu'on en Rust on appelle variantes, ou dans d'autres langages un peu plus fonctionnels, on peut les appeler aussi variantes. Donc c'est une série d'options qu'on peut utiliser et qui restreint une variable enfin la valeur qu'on peut mettre dans une variable à une de ces options prédéfinies. Ça permet de remplacer des valeurs arbitraires, que ce soit du texte ou du code ou des symboles ou des nombres, par un identifiant qui a du sens, en tout cas en termes métiers, et donc ça permet d'augmenter le niveau d'abstraction et d'améliorer la maintenabilité et la lisibilité du code. À quoi ressemblent les enums en Rust, puisque le but ça va être de les implémenter en Ruby? Eh bien, une enum en Rust, ça se définit comme ça. Si vous faites du TypeScript, ça devrait vous parler, c'est exactement pareil. Donc on définit enum, on donne le nom de l'enum et les différentes variantes possibles, pending, ship, delivered, cancelled. Ça s'utilise comment? Et bien après, si on a une fonction qui affiche le statut, on va avoir ce statement ici qui est match statement. Donc ça ressemble à un switch case ou à un case en Ruby, mais c'est pas tout à fait le cas ici, c'est du pattern matching. On expliquera un petit peu ce que c'est derrière, mais on en a déjà un peu parlé dans la talk précédente normalement. Et on peut aussi faire autre chose, c'est attacher des fonctions à nos enums, parce que Rust n'est pas un langage orienté objet, donc vous n'avez pas potentiellement de fonctions attachées à des choses, mais le langage, avec un peu de sucre, vous permet de le faire en utilisant le mot-clé impl, implement. Sur l'enum, on peut rajouter une fonction, ici on code la fonction isComplete par exemple, elle va recevoir en paramètre, c'est là où Rust fait un peu le sucre pour vous, elle va recevoir self en paramètre, ce qui va vous permettre de faire self derrière, ou de matcher sur self. Et on veut renvoyer un booléen, donc un order status, il sera complet par exemple si c'est delivered ou annulé. Donc on a derrière ce match, et on a, si
on est delivered, on renvoie true, si on est annulé, on renvoie true, et pour tous les autres cas, donc là on peut faire ce cas-là qui match tout le reste, avec underscore, et ben dans tous les autres cas on va renvoyer false, parce que l'order est pas fini. Donc bon, si c'est juste ça, les enums en Rust, bof quoi, quel est l'intérêt? Enfin, cependant, il y a un petit twist en Rust, c'est que les enums, on peut aussi, pour chaque variante, ajouter des données. Et là, ça devient un peu plus fun. Ce type qui avant était juste un choix possible parmi un ensemble, vraiment une énumération, devient un peu plus maintenant une union. On a plusieurs types. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, le statut pending va rester comme ça, mais le statut shipped, on va peut-être pouvoir y mettre deux attributs dedans. Alors là, ils ne sont pas nommés dans ce cas-là. On peut imaginer que le premier, c'est peut-être l'adresse de destination, et le deuxième, c'est la priorité. Ça sera en tout cas l'exemple qu'on applique ici. Mais si effectivement, c'est pas hyper limpide qu'est-ce qu'on met dans les attributs, ben on peut, enfin, bon, il y a aussi le statut cancel avec string, mais si c'est pas limpide, on peut les nommer, par exemple delivered, on va vouloir stocker par exemple le nom de la personne qui a reçu ou signé la réception. Et une fois qu'on a fait ça, ça nous permet de revenir à notre fonction de print status, et on va pouvoir utiliser le pattern matching, donc ici order status delivered, on voit qu'on peut utiliser recipient name, donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va déstructurer l'enum que vous avez reçu, ça va extraire la donnée recipient name, et vous allez pouvoir l'utiliser derrière quand on affiche, donc voilà la statue qu'on récupère, on peut s'en servir pour loguer le résultat. On peut aussi faire matcher quand les arguments ne sont pas nommés, donc là, et on peut aussi mettre une valeur, c'est-à-dire que dans ce cas-là, on va matcher que les order status shipped, où le deuxième argument, qu'on a défini comme étant potentiellement la priorité, est à true. Et dans ce cas-là, on peut peut-être afficher un petit message différent en mettant un petit éclair pour dire ça va être livré beaucoup plus rapidement parce que c'est un colis urgent. Qu'en est-il de Ruby? Alors en Ruby, comme je le disais tout à l'heure, on peut utiliser des constantes nommées dans un namespace. Donc là, par exemple, on peut reprendre pending, ship, delivered en mettant, voilà, ici j'ai pris des symboles. On les namespace dans notre module, et derrière, à l'utilisation, et du coup, on fait order status pending qui réfère à cette variable, c'est juste un alias. Et en termes de valeur, on obtient toujours pending. On l'a vu tout à l'heure, obtenir ça comme valeur, c'est pas ce qu'on aimerait dans le code, ça on veut que ça soit sérialisé, mais on veut pas le manipuler, on veut pas l'avoir dans les attributs. Donc c'est pas ouf. Par exemple, si on met 0, du coup on vient à 0, on a le problème de tout à l'heure, d'où vient ce 0, on n'en sait rien. Il y a aussi un autre moyen, enfin il y a un autre exemple de comment on peut faire en Ruby, ce qui est le cas dans Active Record Enum, si vous les avez utilisés. Là, ça utilise plutôt le système de la table de hash, mais avec un petit peu de magie en plus. Donc on définit tous nos états, on peut leur affecter une valeur qui va correspondre à la valeur qui est stockée en base, mais par contre, quand on va les manipuler, on utilise le symbole ici pour l'affecter, toujours un petit risque de faire quand même une faute de frappe, mais Rails va vous dire que vous utilisez une valeur qui n'est pas dans les clés de votre table de hash si jamais vous vous trompez, donc ça va détecter les erreurs, ce qui est plutôt pas mal. Et quand vous faites, voilà, on fait référence à la clé, et quand vous faites order status, par contre là vous allez obtenir pending, alors c'est sous forme de texte, ce qui est bien, alors j'ai mis en rouge parce qu'il faut faire attention, on n'obtient pas la valeur comme dans les autres cas, mais c'est ce qu'on veut, nous dans notre code en tout cas, c'est avoir cette abstraction, on ne veut pas avoir 0, on s'en fout, ça c'est pour la base de données, nous ce qu'on veut savoir c'est que notre statut est pending. Ce serait mieux si c'était autre chose qu'une chaîne de caractères, mais bon pourquoi pas. Ça nous donne des fonctionnalités assez sympas, en plus de tout ça, c'est qu'on peut faire order.status6 et obtenir la liste de tous les statuts, c'est quand même assez sympa quand on veut itérer dessus par exemple. Et on a des fonctions comme order pending point d'interrogation qui va vous répondre true si c'est le statut de l'order. C'est intéressant d'utiliser cette méthode-là parce qu'évidemment ça vous empêche de faire des fautes de frappe. Plutôt que de comparer order.status égale pending, il vaut mieux faire order pending parce que si la méthode n'existe pas, Ruby va vous dire cette méthode n'existe pas. Il y a aussi encore un autre point dont je voulais vous parler, c'est comment on fait ça en sorbet, s'il y en a qui utilisent un peu sorbet. Voilà un peu comment on définit une enum. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que déjà on va dériver d'un type qui s'appelle le type enum. Donc là c'est un type runtime, on n'est pas dans du sorbet qui évalue avant que votre code tourne en prod, là c'est vraiment un type défini dans sorbet. On a ce petit bloc avec une petite DSL pour définir les enums, et puis on a ce new là qui est un peu bizarre, en fait ce new fait référence au new de t.enum, donc on crée des instances d'enum. Ce qui nous permet assez simplement de pouvoir faire ce check de order status pending isn't order status, ce qui est cool, ce qu'on aimerait vraiment avoir. C'est sympa d'avoir ça dans le code, de pouvoir vérifier l'appartenance à cet héritage de classe. La différence des constantes qu'on a pu voir tout à l'heure, ici on les nomme avec juste la première lettre en majuscule comme des classes par exemple, on n'est pas sur des constantes de valeur. Ça nous permet aussi, comme en Rails, de faire order status.values et d'obtenir la liste de tous les order status possibles. Ok. Est-ce qu'on peut construire une enum qui ressemble aux enums en Rust en utilisant des fonctionnalités modernes de Ruby? Et c'est là, normalement, vous devriez, si vous ne obtenir quelques tips que vous pourrez réessayer au bureau et émerger discrètement dans la semaine. Alors, voilà l'exemple qu'on va prendre pour essayer, qu'on va essayer d'implémenter en Ruby. Une simple enum, alors j'ai pris volontairement celle-là parce qu'on la voit assez facilement dans tous les langages de programmation.
enfin, en l'occurrence, on voit ça sous forme d'objet, généralement, donc un objet de type shape qui peut dériver en square ou circle. Là, en l'occurrence, ce sera une enum de type shape qui peut dériver en square ou circle et qui ont des attributs. En l'occurrence, pour square, ce sera la taille d'un côté, pour un carré, la taille d'un côté, et pour circle, ce sera le rayon. On va implémenter sur cette enum une fonction qui calcule l'aire de la surface. Donc l'aire étant avec avec du pattern matching en fonction de si on est sur un carré ou si on est sur un cercle. Ok, on commence avec une structure, une hiérarchie de classes basiques en Ruby, une classe shape, qu'on va dériver en square et en circle. Jusque-là, rien de bien compliqué. Idéalement, il faudrait que notre classe shape elle soit abstraite, donc on peut rajouter quelque chose comme ça, def initialize qui raise not implemented, pour être sûr que les gens ne puissent pas faire shape.new. Ce qu'on veut, c'est qu'ils fassent square.new ou circle.new, mais pas shape.new. On va considérer que c'est fait pour ne pas polluer les slides. Et donc ça, c'est pas mal, sauf que quand on s'en sert, on fait square.new. Donc, et nous, ce qu'on aimerait, c'est plutôt avoir shape de .square. On aurait quand même gardé ce namespace. Ça va pas marcher, puisqu'effectivement, on n'a pas le... Donc, petit aparté ici, souvent, ce problème se pose, je sais pas, vous avez déjà probablement été confronté, vous dites comment devrais namespacer un petit peu tout ça. Et donc, souvent, ça donne ce genre de choses. On va dire, tiens, on va mettre un module shapes, par exemple, donc on va avoir une classe base qu'on va dériver, tout ça pour pouvoir juste avoir un namespace. Mais sauf que cela, ça soulève généralement pas mal de questions qu'on peut voir chez les développeurs. La première étant, shape, est-ce que je vais le mettre au pluriel, au singulier? Est-ce que ça doit être une classe, un module? Notre classe base, là, pourquoi on l'appellerait base? Pourquoi elle s'appellerait pas shape? Du coup, mais ça ferait shapes, shape, c'est pas joli. Est-ce qu'on l'appelle base? Est-ce qu'on l'appelle abstract base ou abstract base shape, whatever? C'est pas ouf. Bon, l'intérêt par contre, c'est qu'on récupère bien notre namespace shapes .square.new, c'est à peu près ce qu'on voulait. Par contre, square is a shape base, c'est bif bof. Moi, ce que je vous conseille là-dessus, c'est la méthode la plus simple. Vous avez complètement le droit d'utiliser votre classe principale, votre main class, base class, comme étant le namespace des autres classes dans lesquelles vous avez dérivé. Donc rien ne vous empêche de déclarer votre classe shape, et puis après d'utiliser shape.2.square pour définir une sous-classe. Vous pouvez même remonter ce code. Enfin, du coup, ça répond bien à notre logique. Puis en plus, en termes de nommage, c'est assez propre. On a bien shape.2.square, on n'a pas de plural ou pas plural. On n'a pas à répéter shape square ou je ne sais quoi. Donc ça marche plutôt bien, et en plus on peut faire shape square is a shape true. Et on peut remonter aussi ce code directement dans la classe au-dessus, c'est ce que je ferai pour les exemples suivants, mais bon, vous n'êtes pas obligé, mais en tout cas, ça rend le truc assez clean à regarder normal. Donc reprenons notre exemple. On a notre classe square qui dérive de shape, on a codé un initialiseur pour récupérer l'attribut side qu'on va stocker dans une variable, on a notre fonction aera qui fait juste side fois side, pareil pour circle, un initialiseur qui prend le radius, qui est le stock dans une variable d'instance, et le calcul de l'aire. Bon. Ok, maintenant on va casser quelques règles de solid, si vous aimez bien solid. La première qu'on va faire, c'est enlever cette méthode area là, qui est définie pour chaque instant, enfin pour chaque sous-classe de shape, et puis on va la mettre au niveau de la classe shape. Donc là déjà on enfreint bien toutes les règles de solid, puisque c'est votre classe mère qui va être au courant de l'existence de toutes ces filles et qui va implémenter le fonctionnement. Bon, pourquoi pas. Du coup ici on va vouloir faire un petit coup de case, et on va faire, si j'ai un square, je fais side fois side, si j'ai un circle, je calcule un fric l'air du cercle. Seulement ça c'est très moche. La première raison, c'est on accède aux variables d'instance définies dans les classes filles depuis la classe mère. C'est moche. Et puis ce qu'on aimerait, c'est plutôt faire du pattern matching comme on a pu le voir ailleurs. Ce qu'on aimerait, c'est pouvoir faire square side, extraire la side depuis ce pattern matching pour pouvoir l'utiliser après. Même si au final ça fait la même chose, c'est quand même beaucoup plus propre. Mais par contre ça marche pas en Ruby parce qu'on ne peut pas faire case when, ça va pas marcher. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe le case in en Ruby qui va vous permettre de faire ce genre de choses. Comment ça marche? Prenons un exemple, on veut créer une classe point qui va avoir x et y pour définir la coordonnée, donc un initialiseur. Il est one-liné, mais globalement il fait juste stocker x et y. Et si on implémente deux méthodes, deconstruct et deconstructKeys, en envoyant juste à chaque fois soit les valeurs des attributs, soit une table de hash avec la clé et la valeur de l'attribut, on va avoir le droit de faire du pattern matching. Dès lors, on peut créer une instance de point.new avec 1.1 par exemple, et on peut faire un case de target in, et on peut pattern matcher avec cette syntaxe-là, c'est-à-dire point entre parenthèses, x et y, donc on va extraire x et y, et en même temps on va pouvoir vérifier en plus si x est dans le range 1 à 5, et y est dans le range 5. Si c'est le cas, il a coulé votre porte-avions perdu. Donc ça c'est quand même vachement cool de pouvoir écrire ce genre de syntaxe en Ruby. C'est pas souvent utilisé, donc mangez-en, vous allez voir, c'est super. On peut matcher sur des ranges, c'est quand même vachement cool, et sur plein d'autres choses. Il y a plein d'exemples dans la doc de Ruby. C'est là depuis Ruby 2.7, je crois. Donc il n'y a aucune raison de s'en passer.
On peut faire différents types de matchs, et on peut avoir un use case par défaut à la fin, genre XY ici, ça match tous les cas restants, et dans ce cas-là, vous avez tapé dans l'eau. Alors bon, on se retrouve avec cette fonction à implémenter, mais ça du coup c'est cool parce qu'en Ruby il existe une classe qui est aussi assez récente depuis 3.2 je crois, qui est la classe data, qui est un peu comme la classe struct mais en beaucoup mieux. Et cette classe-là, grosso modo, va vous permettre de remplacer tout ce code, un initialiseur qui prend des attributs, des constructs et des constructs qui par une ligne, hop, data.define dans lequel on lui dit quels sont les deux attributs qu'on veut utiliser, donc ici x et y. Ça va construire automatiquement pour vous le constructeur et les deux méthodes qui permettent de déconstruire plus de 3 autres trucs. Ça fonctionne comment? Si vous faites point.ancestor, vous verrez que ça vous a juste défini une classe. Donc quand vous faites data.define, ça vous définit une classe qui dérive de data. Donc vous aurez une nouvelle classe avec ces deux attributs-là. Et à partir de là, vous pouvez automatiquement faire un point.new, en lui passant directement x et y en valeur. Vous pouvez aussi utiliser des arguments nommés, ça va marcher, donc ça c'est quand même génial, c'est assez relou à implémenter à la main. Enfin, de pouvoir gérer les deux en même temps, c'est assez relou de l'implémenter à la main. Et puis à partir de là, vous pouvez faire votre pattern matching. Très bien, alors essayons d'utiliser cette classe data dans notre exemple. Donc ce qu'on aimerait faire, c'est remplacer pour square et pour circle et utiliser des data. Sauf que on aime bien quand même avoir notre hiérarchie de classe. Donc comment on peut faire pour merger les deux? C'est très simple. On va faire dériver shape de data, vous avez le droit de faire ça. Du coup, vous aurez shape qui vous permet de définir vous-même des sous-data. Et donc à partir de là, vous pourrez remplacer votre héritage de classe ici par juste define, side, ou affecter une constante, square et circle, ça va être des classes, et vous pouvez faire define. Quand vous faites define, comme vous avez dérivé de data, c'est shape.define qui est appelé, d'ailleurs moi je préfère le mettre en manière explicite, c'est plus clair. Et donc là, je trouve que c'est assez lisible de voir square égale la définition d'une shape qui prend un side, et la définition d'une shape qui prend un radius pour le cercle. À partir de là, notre pattern matching passe, et vous avez au début de la présentation, vous disiez, est-ce qu'on va essayer de faire quelque chose d'élégant? À vous de juger. Moi, je trouve ça pas trop mal pour une définition de classe qui est assez simple par rapport à tout ce qu'on aurait dû écrire si on avait écrit ça en héritage de classe traditionnel. Et on a utilisé que des fonctions pour l'instant qui sont standards à Ruby. Cette manière de faire, alors ça peut vous choquer si vous faites beaucoup de programmation orientée objet, mais c'est la méthode qu'on va retrouver beaucoup dans la programmation fonctionnelle. Mais on peut ajouter un petit peu de sucre par-dessus pour essayer de le rendre encore mieux. On peut faire nous-mêmes une classe enum qui dérive de data. Dans cette classe enum, on va undefiner la méthode define, parce que c'est pas très joli define, et on va la redéfinir comme s'appelant variante un peu plus tard. Parce qu'on a dit que dans une enum, on voulait des variantes. Donc on peut tout simplement faire un define méthode, variante, et puis l'implémentation, c'est la méthode define de la classe data. C'est un petit peu plus compliqué que le reste, mais ça devrait pas être trop compliqué non plus. On fait ça quand? On fait ça dès qu'on dérive de notre classe enum. Et puis aussi, on va se rajouter une petite méthode, on va aliaser les sous-classes, donc quand on va faire notre enum.sous-classe, mais là c'est pas très joli, on va faire ça variante au pluriel, et ça va nous renvoyer toutes les sous-classes, c'est-à-dire toutes les variantes possibles de notre enum. Et à partir de là, voilà le code Rust original, donc enum shape, square circle, avec deux attributs, une fonction ARA qui fait du pattern matching, et attention, on va avoir la version Ruby juste derrière, exactement le même nombre de lignes, à peu près la même syntaxe, et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà en tout cas quelque chose que vous pouvez utiliser assez facilement dans votre code. Alors du coup, on peut se demander, est-ce qu'on a bien fait quand même de casser les règles solides, etc. C'est une bonne question. Et ça me ramène à un problème qui s'appelle the expression problem. Qu'est-ce qu'un expression problem? C'est un problème qui n'est pas adressé complètement ni par la programmation orientée objet, ni par la programmation fonctionnelle. Et en l'occurrence, ici, il se manifeste quand vous voulez étendre soit l'ensemble des objets, donc l'ensemble des variantes potentiellement, si vous voulez rajouter une shape, en gros, dans votre liste, si vous voulez rajouter triangle demain, ou alors si vous voulez rajouter une fonction, par exemple, vous voulez rajouter périmètre à toutes vos shapes. Et bien là, si vous voulez rajouter la forme triangle, en programmation orientée objet, c'est très simple, vous dérivez, vous créez une nouvelle classe, vous créez un nouveau fichier qui va s'appeler triangle, dérive de shape, et vous implémentez toutes les méthodes que vous devez implémenter dedans, et vous vous concentrez que sur les triangles. Par contre, en programmation fonctionnelle, si vous utilisez enum, ça va être un peu relou parce qu'il va falloir aller dans toutes les méthodes que vous avez définies dans votre classe shape, donc par exemple aria, perimeter, tout ce que tout S, peu importe, et il va falloir rajouter le case-in pour le triangle. C'est un peu plus compliqué que de créer un nouveau fichier, d'avoir la liste avec fixme à implémenter de toutes les features, et c'est bouclé. Par contre, si vous voulez rajouter la fonction périmètre, là c'est le contraire. En programmation fonctionnelle, c'est facile, vous rajoutez juste cette fonction périmètre dans votre classe shape, et vous n'avez pas à toucher à quoi que ce soit d'autre. Par contre, en programmation orientée objet, c'est un peu relou, il va falloir aller dans tous les fichiers, donc circle, square, rectangle, ça dépend combien vous en avez, et rajouter pour chacun de ces fichiers-là la fonction périmètre. Du coup, le bon choix, ça va dépendre de est-ce que vous rajoutez souvent, vous avez prévu de rajouter souvent et de manière régulière des sous-classes à votre ensemble de shape,
ou est-ce que vous allez plutôt avoir tendance à avoir un ensemble de shapes assez restreint et potentiellement à rajouter des fonctions? Et il y a des cas où effectivement ça colle assez bien. Par exemple, l'enum résulte. Donc si vous avez suivi le talk précédente, ça va vous parler. Euh, alors le contexte pour l'enum résulte, c'est que quand on utilise des exceptions pour gérer des erreurs dans le code, c'est très puissant, ça permet de fail rapidement, et ça permet de remonter les exceptions rapidement à un niveau beaucoup plus haut, par exemple dans votre contrôleur, où c'est là où vous allez catcher un record not found pour afficher une jolie page d'erreur. Mais par contre, c'est aussi assez risqué, parce que quand vous voulez l'utiliser pour modéliser des erreurs métiers, c'est un peu moins pratique, parce que là, vous voulez plutôt forcer l'utilisateur à gérer toutes ces erreurs depuis la fonction appelante, et pas à un niveau trop haut. Donc là, c'est un peu plus propice aux erreurs. Du coup, l'enum résulte, elle se rapproche un petit peu de ça. C'est un wrapper, donc une enum, avec deux variantes, OK et erreur. Si vous avez suivi la talk précédente, success et failure, ça devrait vous parler. Le but étant d'encapsuler la sortie, le résultat d'une opération, et après d'utiliser du pattern matching pour gérer les erreurs. Ça permet d'avoir un passway clair sur le success case, enfin le happy pass et le error pass. On rajoute à ça quelques petites méthodes pour travailler avec, et donc assez rapidement on peut faire result égale une variante OK qui va recevoir une valeur, ou une variante error qui va juste recevoir une erreur, et on peut par exemple s'implémenter une petite fonction map ici qui prend un bloc, et qui, si on est dans un cas OK, va exécuter le bloc, sinon on va juste renvoyer l'erreur et va pas y toucher. Ça correspond grosso modo à fmap si vous utilisez Drymonad. Sauf que là vous avez implémenté ça tout seul. Ça prend un bloc, si c'est OK, ça appelle le bloc et ça renvoie ça dans un OK, donc on rewrap le résultat dans un OK. Et si c'est une erreur, on n'a rien à faire, on envoie juste self. On va se rajouter des petites helper méthodes, alors ça, c'est pas forcément hyper important, mais ça va nous permettre après d'écrire OK parenthèse. Donc comment on fait? On définit self.OK, une méthode qui prend une valeur, et on la fait juste appeler result OK new. On fait la même chose avec erreur. Alors ça, on ne voit pas forcément très souvent en Ruby, mais ça existe. Dans le kernel, par exemple, vous avez une méthode qui s'appelle array parenthèse, et qui vous permet de créer des tableaux directement en faisant array parenthèse. Donc ça va nous permettre de faire le OK parenthèse 21 ou le R error qu'on voit juste en dessous, ce qui va simplifier un peu la lecture de ces slides. Et donc à partir de là, prenons le cas où on fait OK 21, et on peut faire OK map 2 fois la valeur par exemple, et ça va nous renvoyer une enum en résulte avec résulte OK, valeur 2 fois la valeur. Par contre, si on est dans le cas d'erreur, ça va rien faire, ça va juste nous renvoyer une erreur, la même erreur qu'on avait à la base. Donc comment ça s'utilise après? Par exemple, on peut imaginer un service object ou une méthode quelconque qui va faire d'un user un admin, qui va pouvoir returner une erreur invalide user ID si le ID est invalide. On peut aussi faire le find qui va bien, et puis, enfin find by si on ne veut pas que ça raise une exception, et puis renvoyer user not found si jamais on ne trouve pas. Alors là, on renvoie du texte pour ces exemples-là. Si jamais vous vouliez construire quelque chose d'un peu plus structuré, ce que je vous conseille, c'est de faire une enum aussi pour les erreurs, avec tous vos cas d'erreur dans cette enum. Dans ce cas, vous pourrez mettre en attribut, et d'avoir une chaîne de texte là, qui n'est pas hyper exploitable, vous pourriez par exemple mettre le user ID quand le user ID on ne l'a pas trouvé, ou si vous voulez faire une erreur du type min-max, vous devez passer un entier qui ne dépasse pas une certaine valeur, vous pourriez faire un cas d'erreur avec un valide integer et deux attributs qui est la valeur actuelle et la valeur max autorisée, qui permettra plus tard, quand vous le traitez ou que vous l'affichez à l'utilisateur, d'avoir un joli message au moment où vous voulez l'afficher. Si ça se passe bien, on affecte le rôle admin, on save et on renvoie OK user. Et donc à partir de là, on peut faire un pattern matching sur notre fonction make admin, on lui passe un ID, donc là on imagine que ça vient d'un paramètre, donc c'est une string dans ce cas-là. Si le résultat est OK, super, le user est maintenant un admin, là pardon, et si c'est une erreur, on affiche l'erreur. Bon, je pense qu'on a fait pas mal pour aujourd'hui, mais je pourrais aussi vous parler de l'enum option, qui correspond, si vous avez aussi utilisé Drymonad, à la maybe, voilà, l'enum maybe, donc c'est juste une enum pareil avec un cas pour gérer le none quand il n'y a pas de value, et un cas pour gérer le sum quand il y a une valeur. C'est une alternative un peu plus safe aux nil value qui peuvent souvent poser problème dans le code. On pourrait aussi parler des traits, donc là les traits c'est une autre fonctionnalité de Rust qui vous permet de définir un peu des mixins, comment on fait des mixins en Ruby, mais là c'est plutôt des interfaces ou des contrats que vous devez implémenter, et donc à partir du moment où vous faites implémenter un trait, vous garantissez que vous implémentez toutes les fonctions que vous devez implémenter, et vous gagnez certaines features. Bon, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais du coup si vous êtes curieux et que vous avez envie de regarder un petit peu tout ça, j'en ai fait un gem, alors c'est très alpha, hein, c'est un peu... voilà, venez comme vous êtes, on va dire. Et vous pouvez le retrouver ici sur GitHub.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Si vous avez des questions, vas-y, je Mais t'écoute. d'où t'es venue cette inspiration? Serais-tu le nouveau Solnik? Oh là non, surtout pas. D'où m'est venue cette inspiration? Bah, d'une, je trouvais que aurait pu être intéressant d'essayer de faire un. C'est venu aussi de l'idée de faire un peu un talk, ou en tout cas d'essayer de parler un peu plus dans un talk Ruby, pas juste de Ruby, et d'ouvrir un peu sur d'autres langages. Et Rust, ça fait partie des langages que j'aime bien. Alors j'avais le choix entre Rust ou Elixir. Aujourd'hui, j'ai choisi Rust. La prochaine fois, vous n'êtes pas à l'abri d'un talk sur Elixir. Mais, euh, mais voilà, en utilisant Rust, je me suis dit, tiens, cette feature, elle est plutôt sympa, elle utilise des enums, ça sert pour tout en Rust, notamment à gérer, bah, ça a fait écho avec ce que j'avais déjà pu, j'ai beaucoup utilisé Drymonad, donc oui, ça a fait écho avec ça. Et je me suis dit, bah tiens, est-ce qu'on pourrait pas l'implémenter? En essayant de l'implémenter, je me suis rendu compte que bah ouais, en utilisant Data et d'autres fonctionnalités de Ruby, c'est possible, et c'est même assez rigolo, enfin assez fun à faire. Donc je me suis dit que ça pourrait vous intéresser, et j'ai avancé le truc jusqu'à en faire une petite gemme. Sur cette implémentation-là, pour toi, tu le vois plus pour, un peu comme pour la beauté du geste d'essayer de réimplémenter ça en Ruby, ou est-ce que tu vois des cas où ça vaudrait le coup d'utiliser cette façon Ouais. de Je l'implémenter? pense que ça vaudrait le coup, ouais. Alors, je pense que ça vaudrait le coup parce que Ruby, c'est pas juste un langage orienté objet, c'est aussi un langage qui emprunte beaucoup de choses au fonctionnel, notamment le pattern matching qu'on a vu là, mais il y a d'autres fonctionnalités qui arrivent. Il y a eu plusieurs essais pour avoir le système de pipe qui permet d'enchaîner des différents process. Bah, mine de rien, il y a quand même pas mal de bons paradigmes en programmation fonctionnelle qui sont exploitables en Ruby. On peut le voir avec Drymonad, c'est clairement l'idée un peu de Drymonad, c'est d'apporter pas mal de patterns du fonctionnel. Alors j'aime beaucoup Drymonad, par contre après j'ai aussi un peu toujours ce problème avec Drymonad, c'est que c'est hyper compliqué quand on regarde l'implémentation en tout cas. On se dit tant que c'est maintenu par Solnix c'est très bien, si un jour on doit maintenir ça nous-mêmes, ça peut être un peu plus dur, et je me dis, s'il n'y a pas une version un peu plus simple qui finalement nous apporte un petit peu cette gestion de les monades, on a vraiment envie d'utiliser ça dans Dry, c'est vraiment une des belles features de Dry. Mais on voit qu'on peut l'implémenter finalement assez facilement en pur Ruby soi-même, sans forcément emmener avec soi tout l'écosystème de Dry, même s'il est très bien, on n'a pas forcément besoin de tout dans son intégralité. Donc oui, je pense que ça a des cas d'usage. J'aimerais bien un peu cleaner ce gem pour en faire quelque chose d'un peu plus exploitable, mais ce qui est cool, c'est que ça reste très très simple. Si vous regardez le code de ce gem, il est vraiment assez simple. Du coup, c'est facile normalement à comprendre et à se mettre dedans. Et bah, c'est à peu près les mêmes cas d'usage, j'ai envie de dire, qu'on pourrait retrouver dans Drymonad, sauf que c'est implémenté de manière, on va dire. Drymonad, c'est très joli comme code, mais c'est beaucoup de paradigmes du fonctionnel qu'on essaie d'appliquer à Ruby, des fois un petit peu au chausse-pied. Euh, Là, bon, on est resté à peu près sur des. On n'a pas utilisé de currying ou de choses comme ça dans la code base, ça reste relativement simple. Donc, je pense que ça a des usages. Alors, je l'ai pas encore eu parce que j'ai à peine de finir ce talk, mais je pense que ouais, si je démarre un projet, je le mettrai dedans, je pense, avant d'envisager un truc beaucoup plus lourd comme Drive. Après, ça reste mon avis perso. Merci. Et ben merci à vous.